Bienvenue dans la Matrescence, vous écoutez l'épisode 70 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles, dont une qui s'appelle Jasmine et qui est née en septembre 2020. Et d'une autre petite fille de 3 ans. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est, clémentinesarlat.com. Je voulais prendre 2 minutes pour vous souhaiter une très belle année 2021. Pour moi, j'ai décidé de me consacrer à un truc, principalement, c'est de mieux m'organiser cette année. Et ça tombe bien parce que j'ai eu la chance de recevoir un très bel agenda pour ça, qui s'appelle Intention, qui a été créé par 2 super filles, qui s'appellent Isadora et Marisa. Et cet agenda d'organisation qui regroupe un peu tout à l'intérieur est vraiment super pour vous aider. C'est un très bon outil. Et le truc génial, c'est que celles qui ont créé cet agenda, Isadora et Marisa, sont les invitées de ce podcast. Alors j'ai découvert Isadora et Marisa, 2 sœurs jumelles entrepreneuses, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, à travers le podcast de Génération XX, où elles racontaient la genèse de leur première entreprise, Snackies. J'avais été interpellée par leur enthousiasme, et surtout leur franchise au regard de leur aventure professionnelle. À l'époque, elles n'étaient pas mamans et leur business tournait autour de snacks sains. Et puis, Isadora, d'abord, est devenue maman d'une petite Alba il y a 16 mois, avant que sa sœur Marisa ne la rejoigne en accueillant sa première fille Gemma en septembre 2020. Dans cet épisode, je voulais à la base parler d'entrepreneuriat et gestion du temps entre sa vie pro et perso. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait bien plus à creuser à travers leur profil. Marisa et Isadora sont différentes et pourtant elles ont la même configuration familiale. Elles sont belles-mères avant d'être mères. On a donc évoqué ce sujet assez longuement, mais aussi leur cheminement face à leur éducation parfois empreinte de violence éducative et leur relation aujourd'hui à leurs parents. Marisa, avec beaucoup d'honnêteté, raconte comment elle n'arrivait pas toujours à comprendre Isadora sur les thèmes de la maternité avant de devenir elle-même maman. Et Isadora, elle, explique la pression qu'elle a pu ressentir face à sa sœur dans leur aventure professionnelle. En 2020, après plusieurs années passées à faire grandir Snackies, elles ont réfléchi à faire pivoter leur entreprise au moment où Marisa est tombée enceinte. À 32 ans, elles avaient envie de créer une entreprise plus alignée avec leurs valeurs et leur nouveau mode de vie de maman entrepreneur. Intention est donc née. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut les filles, salut Isadora, salut Marisa. Merci beaucoup d'être mes premières invitées de l'année 2021. J'espère que c'est bon signe. J'espère aussi. Bon déjà, petite première question. Est-ce que vous êtes contente d'être passée de l'autre côté et d'être passée en 2021 ? Franchement, oui. Enfin, moi, 2020, 2021, c'est une année qui s'achève. 2020, qui était, contre toute attente, en tout cas pour moi, une belle année. Donc 2021, je me dis, il n'y a pas de raison que ce soit pas une belle année aussi. Donc même s'il y a eu un contexte, on va dire, particulier, ça n'empêche que ça a été une belle année personnellement pour moi et professionnellement. Donc ouais, vivement 2021, quoi, c'est cool. Et moi, Marisa, t'es d'accord ? Moi, comme toi, Clémentine, 2020, ça a été une année, comme tout le monde, un contexte compliqué, mais ça a été la plus belle année de ma vie puisque j'ai accouché de ma première petite fille en septembre dernier. Donc,
voilà quoi, moi c'est une très belle année pour moi aussi, égoïstement, ça reste une belle année malgré le contexte difficile pour tout le reste quoi. Mais ça reste ma merveilleuse année 2020 pour toujours dans mon cœur. Alors, vous êtes jumelles, je l'aurais dit en introduction. Vous êtes maman toutes les deux et vous êtes belle-maman toutes les deux. Alors, juste avant qu'on commence cette interview, j'étais en train de vous faire remarquer que vous aviez exactement la même configuration familiale. Et je suis quand même très surprise et je trouve ça très drôle. Vous n'aviez jamais remarqué que vous avez exactement fait la même chose dans le même an, c'est-à-dire une belle-fille et une petite fille ensuite, qui est votre enfant. Alors, ça vous a jamais sauté aux yeux? Mais là, en fait, quand tu viens de le dire... Parce que quand on était en off, là, il y a 2 secondes, tu nous disais qu'on avait la même configuration familiale. Alors, Maryse et moi, on était là, quoi? Pardon? Je ne comprends pas. Et là, quand tu viens de le dire, tu dis belle-fille, tu dis fille, mais moi, j'avais pas du tout fait attention qu'en fait, on avait la même... mais c'est là que je viens de l'apprendre, là, aujourd'hui, le 1er janvier à 10h15, quoi, tu vois. Non, je ne savais pas. Enfin, ça m'a pas sauté aux yeux, ça m'a pas percuté, ça m'a pas... Non, pas du tout. Donc comme quoi, c'est drôle quand les gens nous voient de l'extérieur et voient ça. On est jumelles, oui. On est maman toutes les deux des petites filles, en plus, toutes les deux. On est toutes les deux belles mamans, Marisa depuis peu, moi depuis 7 ans. Mais non, j'avais jamais fait gaffe. Donc merci de me le faire remarquer, Clémentine. Et en plus, ce qui est drôle, Clémentine, c'est que Isadora, elle est devenue belle maman parce que son conjoint a déjà une petite fille quand sa petite fille avait 6 ans. Oui. Et moi, mon conjoint Samuel, il a une petite fille de 6 ans aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. Tu vois, fou. Donc du coup, je commence mon rôle de belle-maman avec au même âge que Isadora, en fait. C'est trop drôle, c'est trop bizarre. Et donc, justement, ça c'est une vraie question que je pose souvent aux belles-mères. Est-ce que ça vous a ouvert la voie de la maternité d'une certaine façon et fait réaliser ce que c'était le quotidien d'un enfant, ou est-ce que le fait de devenir mère avec votre chair, c'est un autre monde? Alors moi, c'est complètement... Enfin non, moi, c'était pas comme ça. Alors moi, ça m'a pas ouvert le chemin de la maternité parce que quand j'ai su que mon conjoint avait une petite fille, enfin je savais bien avant que ce soit mon conjoint, bien sûr, hein, mais sur le coup, moi, c'était « Oh mon Dieu !» Moi, je me sentais jeune, c'était il y a 7 ans, même quasiment 8 ans maintenant. Je me sentais super jeune, je me voyais pas du tout être maman. Je savais que j'ai toujours voulu être maman, ça c'était quelque chose qui était en moi. Mais de là à être belle maman aussi jeune, pas spécialement. Après, pendant 8 ans, on a toujours été très proches, très même fusionnelles toutes les deux. Mais j'ai jamais vu le quotidien de maman dans mon rôle à moi, puisque on l'avait finalement un week-end sur 2, pendant les vacances scolaires, et c'est pas du tout pareil. On n'est pas vraiment dans l'éducatif, on est plus dans... On passe de bons moments ensemble. Même si, bien sûr, il y a les devoirs, il y a plein de choses quand même du quotidien, mais c'est vraiment sa mère qui a tout ce rôle du quotidien. Nous, c'était plus un peu... une petite parenthèse dorée où on passe de bons moments. En un week-end, on peut passer que de bons moments quelque part. Donc moi, j'ai jamais vu mon rôle de belle-maman comme étant un rôle qui pourrait potentiellement me faire aimer devenir mère. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais pas du tout. Moi, je suis d'accord, c'est exactement pareil pour moi. En plus, moi, la différence avec Isadora, c'est que moi, Samuel, il a une petite fille qui vit dans un contexte assez particulier. C'est pour ça, d'ailleurs, j'en parle jamais sur les réseaux sociaux. Personne ne sait son prénom ni quoi que ce soit, contrairement à Isadora, où la petite, tout le monde sait qui c'est, etc. J'ai eu un début très compliqué avec cette petite fille, qui fait que ça m'a plutôt un peu fait paniquer sur le rôle de maman, justement, en me disant « Ouh là là, ah oui, c'est ça, d'accord, ok. C'est pas évident, en fait, de gérer une petite. En plus, moi, j'ai déjà été jeune fille au père quand j'étais plus jeune. Donc, moi, je savais que gérer des enfants, c'était pas easy. Donc, si tu veux, moi, je suis tombée enceinte par surprise totale. Si j'avais dû me poser la question, est-ce que j'ai envie d'être maman, clairement, à l'heure actuelle, du haut de mes 32 ans, c'était niette, quoi. Non. Ah ouais. Ouais. Je savais que je voulais être comme Isadora, je voulais être maman un jour, mais j'étais pas du tout prête actuellement. Je voulais vraiment me consacrer à ma vie personnelle, mes soirées, très égoïste. Moi, j'étais quelqu'un de très égoïste. J'avais envie de profiter de ma vie. Et j'avais l'impression que être maman, c'était un petit peu là mettre de côté ma vie. Et en fait, aujourd'hui, c'est totalement l'opposé parce que dès que j'ai appris que j'étais enceinte, ça a été une surprise énorme, mais en même temps, une joie d'un coup
intense, comme si c'était normal en fait. J'étais là, ah bon, mais je suis trop heureuse. Et ça n'a rien à voir, les deux relations que j'ai, mais sont tellement à l'opposé que non, vraiment, le côté belle-fille, belle-mère, ça n'a rien à voir, ouais. Rien à voir. Et est-ce que sur ça, vous aviez déjà échangé toutes les deux avant de devenir, que toi, en tout cas, Marissa, tu deviennes mère à ton tour, sur la gestion d'être belle-mère? Parce qu'il y a beaucoup d'étiquettes autour de cette notion-là, pas toujours très positive, je trouve, alors que vous faites partie de la vie de l'enfant et que c'est magnifique quand même. Mais j'imagine que c'est très dur. Ouais. Est-ce que vous y avez échangé, vous, entre vous? Pas du tout. Non, je pense pas. Marissa, elle me voit être belle-mère depuis, je disais, oui, à peu près 8 ans. Et surtout, je pense que ce qu'on voit de ma relation avec ma belle-fille, c'est une relation hyper proche. On est très proches, on s'aime infiniment. Du coup, je pense qu'on n'a jamais vraiment échangé parce que moi, j'ai pas eu beaucoup de difficultés avec elle. Enfin, bien sûr, au début, elle comprend pas qui je suis. J'arrive dans sa vie. Sûrement que son père lui a déjà présenté d'autres personnes, c'est possible. Donc, pour elle, c'est peut-être combien de temps elle va rester elle. Donc, il n'y a pas d'attachement immédiat. L'attachement est arrivé peut-être nous au bout d'1 an. Mais à partir du moment où on est devenu proche, vraiment, on est devenu limite fusionnel. C'est-à-dire qu'elle, sur son portable, elle a son fond d'écran, c'est moi en fond d'écran, par exemple. Du coup, ça nous fait toujours rire avec sa mère parce que sa mère dit pourquoi c'est toi en fond d'écran et pas moi? Mais on a une belle relation, même avec sa mère. Donc, je pense qu'on n'a jamais vraiment parlé avec Marissa parce que tout a toujours été très fluide dans ma relation avec ma fille. On a parlé quand moi je suis devenue belle-mère, je t'en ai parlé parce que je me suis beaucoup ouverte à toi sur mes difficultés que je rencontrais avec la fille de Samuel et j'avais besoin d'être rassurée, de me dire est-ce que c'est normal que par exemple j'ai du mal à m'attacher, est-ce que c'est normal? Et tu m'avais dit oui, en fait toi t'as tout qui arrive d'un coup, en fait c'est un package qui est pas qui n'est pas choisi, en fait, j'ai choisi Samuel. Je ne savais pas tout de suite, forcément, quand tu rencontres une personne, tu ne dis pas tout de suite qu'il a tout son passif derrière. Et c'est vrai que je m'étais ouverte à toi en disant, voilà, c'est difficile pour moi de trouver ma place, difficile pour moi. Et tu m'avais dit, mais c'est normal, Marisa. Enfin, c'est pas toi qui l'as mise au monde. Tu ne la vois que 1 jour et demi tous les 15 jours. C'est difficile de créer une relation comme ça. Donc, je m'étais quand même vachement ouverte à toi. Pour moi, en fait, pas tout, toi, tu t'étais jamais ouverte à moi sur le côté je suis belle-maman parce qu'on était si jeunes quand t'es devenue belle-maman que c'était beaucoup plus on était un peu c'était un peu comment dire je sais pas comment dire c'était léger quoi, c'était je me rendais même pas compte que j'étais belle-mère. Je pense que je me suis dit que je suis la belle-mère de Maoni. Elle devait avoir, c'était peut-être il y a 5 ans, ça a mis 3 ans je pense pour me rendre compte que j'étais une belle-mère et surtout que je me rende compte que elle fait partie intégrante de notre vie de famille, mais pas que nous tous les 3, mais vraiment de ma famille à moi aussi. Pour mes parents, Maoni, je dirais pas que c'est leur petite fille, mais c'est une personne vraiment qui fait partie de notre famille. Pour tout le monde, Maoni, c'est notre famille à tous. Donc non, c'est vrai que moi j'ai une belle relation, mais c'est vrai que maintenant que Marisa le dit, c'est vrai que la première année, c'était très difficile avec Maoni, parce qu'elle cherchait à me piquer un petit peu, à me faire un petit peu partir. Mais c'est vrai que c'était il y a 8 ans, donc maintenant j'ai même oublié. Maintenant on en rigole. Maintenant elle va avoir 13 ans ou 14 ans, je sais plus. 13 ans 14 ans. 14 ans, elle va avoir là. Moi, je me suis arrêtée à 6 ans, je suis désolée. Elle va avoir 14 ans. On est passé d'une petite fille de 6 ans à maintenant 14 ans, qui est maintenant une jeune fille. Donc non, franchement, moi, le rôle de belle-mère, c'est un beau rôle qu'elle m'a offert, Maoni. Un des plus beaux rôles que j'ai eu à faire de ma vie avant l'arrivée de ma fille et qui m'a permis d'être maman. Mais franchement, non, c'est un magnifique rôle que j'ai et j'ai jamais compris d'ailleurs comment ça pourrait être différent en fait. J'ai beaucoup de mal à comprendre quand on me dit oui, moi ma belle-mère m'a jamais aimée, ou moi les beaux enfants je m'en fous. Moi vraiment, pour moi c'est ma famille, c'est mon cœur quoi, c'est limite comme ma fille. Ouais, moi ça me rassure en fait quand j'entends Isadora dire ça, je me dis c'est rassurant parce que moi aujourd'hui je peux comprendre en fait les personnes qui vont dire j'ai du mal à m'attacher, j'ai du mal parce que même si ça reste des enfants et moi la fille de Samuel je la trouve adorable, vraiment j'en prends énormément soin, mais c'est vrai que moi je suis émotionnellement quelqu'un d'assez bloqué on va dire, et du coup c'est vrai que ce côté attachement que tu avais toi avec Maoni, j'espérais exactement la même chose quoi. Je me disais ça va être la même chose avec la petite quoi. Et en fait je me rends compte que pas du tout.
Et du coup, ça me rassure de voir que non, toi, ça t'a mis 3 ans pour l'estimer belle maman, etc. Alors que moi, c'est tout nouveau, quoi. Ah oui, ouais. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que ça prend du temps. C'est ça. Et l'attachement, ça prend du temps. Exactement. Selon la longueur, c'est normal. Ouais. On est une inconnue qui arrive dans leur vie quand même. Bah oui. Et c'est une inconnue qui arrive dans ma vie aussi. C'est la même chose des deux côtés en fait. Elle arrive avec son passé, son éducation qui n'est pas du tout la même que moi par exemple je ferais pour ma fille à moi. On n'a pas du tout. Enfin tu vois c'est tellement de choses qui sont à prendre en compte que chacun rentre dans l'espace de l'autre. C'est pas évident. C'est pas évident dans les premiers temps. Alors, Isadora, t'es devenue mère avant Marissa, même bien avant, quasiment 1 an et demi, c'est ça, Oui, fait, elle a 15 mois, ta fille? Elle a 16 mois, oui. 16 mois, voilà. Je tiens pas assez bien les comptes, tu vois. Et du coup, est-ce que t'as eu, toi, la sensation, là, t'as quand même un peu de recul maintenant sur cette maternité, de traverser une matrescence, d'avoir la sensation que ça change une partie de toi, de ton identité? Complètement. En plus, j'adore parce que moi, j'écoute bien sûr tous tes épisodes et quand j'adore entendre les femmes dire ça, mais j'aurais jamais imaginé que ce soit le cas. Pour moi, le jour où je serais devenue mère, ça m'aurait changé un petit peu mon statut, on va dire, limite social, quoi, tu vois. J'aurais eu de l'amour pour un enfant, mais voilà. Ça m'a changé, ça m'a fait grandir, ça m'a donné confiance en moi. Alors déjà, j'ai pas confiance en moi de base, et ça depuis toujours. J'ai toujours pas énormément confiance en moi, mais il y a quand même une différence entre la Isadora avant Alba et la Isadora après Alba. C'est vraiment ce côté, je me sens plus confiante, je me sens plus sûre de mes choix, je me sens plus affirmée, et je me sens même aussi plus, quelque part, un peu plus douce. J'ai toujours été celle de la famille un peu douce, un peu la bonne oreille, l'épaule sur laquelle on vient un peu s'épancher. Mais là, je me trouve vraiment hyper apaisée. Pour moi, ça a été un chamboulement. Autant parce que c'est difficile, c'est pas tous les jours facile avec un bébé, mais autant parce que je me sens plus femme, bizarrement. Je me sens plus femme. Je vais avoir 33 ans là. D'ailleurs, c'est bizarre de le dire quand je dis ça tout haut. J'ai l'impression de toujours avoir 20 ans, mais non, pas du tout. Et je me sens beaucoup plus mature, plus femme maintenant que je suis maman. Alors que je me sentais femme il y a 2 ans aussi, hein. Mais c'est complètement différent. C'est une autre forme de féminité que je me suis découverte. Et toi, Marissa, alors tu as accouché à la plus belle date, puisque c'est la même que ma première fille, le 21 septembre dernier, en 2020. Est-ce qu'on est 3 mois postpartum? Donc, toutes les deux, on est exactement dans le même timing, puisque moi, j'ai accouché 3 jours après toi. Oui. Comment est-ce que tu te sens déjà? Moi, je me sens très bien. Je vais pas te cacher que je suis très fatiguée aussi. Mais j'ai une chance énorme, c'est d'avoir un bébé qui dort énormément bien. Donc moi, j'ai pas trop de différence entre l'avant et l'après accouchement en termes de sommeil. C'est surtout le côté allaitement exclusif que moi j'ai choisi qui est épuisant, les amis, c'est très épuisant, mais bon, on tient le coup. Mais sinon, moi, je me sens très bien. Et moi, ça a été dès que je suis tombée enceinte que j'ai changé immédiatement. C'est très très bizarre parce que comme je te disais tout à l'heure, je n'avais pas prévu de tomber enceinte parce que j'ai rencontré Samuel il y a pas si longtemps que ça finalement, et je suis tombée enceinte très vite et on a décidé de garder cet enfant. Alors à la base j'avais pas vocation à devenir maman tout de suite, mais je me suis dit non moi je veux garder ce bébé, on sait jamais, ça se trouve c'est ma seule chance, on ne sait pas. Et dès que je suis tombée enceinte, je crois que dès que j'ai su que c'était une fille, j'ai immédiatement shifté d'un coup, quoi. C'était devenu, je suis une maman, immédiatement. Ça m'a changé, et comme Isadora, moi je suis devenue beaucoup plus sereine, parce que moi, contrairement à Isadora, ça a toujours été la sereine de la famille, la calme, la douce, la gentille, et moi j'ai toujours été l'agressive de la famille. Moi, si tu veux, c'est toujours Marisa, on va pas trop lui parler de choses parce qu'elle peut tout de suite rugir, quoi. Moi je suis la nana qui va tout de suite bondir. Moi je rugis très vite. Je suis quelqu'un de très speed, qui parle très fort, voilà, et qui a vraiment un caractère. Il faut s'accrocher, quoi. Et c'est vrai que dès que je suis tombée enceinte, dès que j'ai appris que j'allais être maman d'une petite fille, alors que moi j'étais certaine de tomber enceinte d'un petit garçon, parce que justement mon côté un peu agressif, je sais pas pourquoi j'ai toujours pensé que j'aurais des petits garçons. Jamais je pensais tomber enceinte d'une fille, parce que la fille ça a ce côté doux, et moi je me disais j'ai pas la carrure pour m'occuper de petites filles, quoi. Moi c'est des garçons, c'est des bonhommes, quoi, tu vois. Et je sais pas, dès que j'ai su que c'était une petite fille, j'ai shifté d'un coup, j'ai changé, et tout le monde me dit, même sur les réseaux,
t'es devenue beaucoup plus sereine, Marisa. Tu parles beaucoup plus doucement. Mais ouais, j'ai shifté. Mais pourquoi? Aucune idée. Mais j'ai shifté d'un coup avant même qu'elle n'arrive dans ma vie. Et alors là, maintenant qu'elle est avec moi, mais ouais, j'ai l'impression d'être complètement différente de la Marisa d'il y a 9 mois plus 3 mois, quoi. Et est-ce que ça vous a fait peur à toutes les deux, ce changement, ou est-ce que vous l'avez accueilli à bras ouverts et très sereinement, justement? Moi, très sereinement, parce que je pense que c'est ce dont j'avais besoin. Je pouvais pas continuer encore les 30 prochaines années à être tout le temps dans l'agression, en fait, les gens sur les réseaux, là, ils vont peut-être m'écouter s'ils viennent de mes réseaux à moi. Ils vont se dire « Ah bon, Marisa, t'es agressive ?» Mais oui, enfin... Sur les réseaux, évidemment que je suis agréable parce que en général, je suis quelqu'un de très gentil, je suis agréable. Mais quand on a des discussions où je ne suis pas d'accord, des trucs comme ça, je suis dans l'agressivité. Et je trouve qu'aujourd'hui, je raisonne de façon beaucoup plus posée. Et ça me bouleverse pas. Au contraire, je trouve que c'est un beau cadeau qu'elle m'a fait, ma fille, de venir sur Terre pour m'apaiser aussi. Et bien sûr, nous, on est persuadés dans la famille, parce que nous, on a tous vu dans la famille que Marisa est devenue beaucoup plus douce, que c'est beaucoup plus facile de lui parler. Et surtout, moi, je trouve que Marisa, elle a eu... Gemma lui a vraiment ouvert l'esprit. Alors, Marisa a toujours été quelqu'un d'ouvert d'esprit, parce qu'on a toujours été une famille comme ça. Mais c'est vrai que quand on lui disait quelque chose, où elle était pas d'accord avec nous, il fallait absolument qu'on soit dans son sens. Il fallait toujours aller dans le sens de Marisa. Elle essayait toujours de nous faire un peu changer notre opinion, quoi. Et depuis, on a des discussions où elle est d'accord quand on n'est pas d'accord. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose où on peut vraiment avoir des conversations où elle me dit ouais, non, mais t'as raison, moi j'aurais pas fait ça comme ça, mais en tout cas, chacun sa vie, quoi. Chacun. Et je pense que quand on devient maman, j'ai l'impression qu'on a ce côté où tout ce qu'on pensait avant, les valeurs qu'on pouvait avoir avant, ou les principes, ou les règles qu'on s'imposait, finalement, parfois, ça s'envole un petit peu, parce que tout ce qu'on était un peu rigide avant, on est obligé avec un bébé parfois de s'adoucir quelque part. Donc, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. Et nous, on le voit tous comme un peu comme un cadeau que la vie lui a fait pour... fallait qu'elle vienne sur son chemin maintenant pour s'apaiser, ouais. Donc, ouais, je pense que c'est bien résumé pour Marisa, ça, ce côté-là, ouais. C'est une vraie matrescence pour toutes les deux. Ah oui. Après, ce que vous expliquez, c'est hyper logique, puisque neurobiologiquement, nos cerveaux, ils changent et ils s'ouvrent à l'émotion. Ils sont faits pour qu'on puisse comprendre les émotions. Donc, c'est tout ce que vous décrivez, c'est bien. C'est pile dans ce que crée la maternité, en fait. En fait, on est fait pour faire qu'il y ait des parties de notre cerveau qui vont se mettre en pause, en veille, notamment genre le langage. Je sais pas si ça vous est arrivé enceinte ou après, mais voilà, on fait des fautes d'orthographe, on fait pas, on oublie des mots. Et par contre, le langage émotionnel, on est beaucoup plus encline à le décrypter, à le comprendre, parce qu'on a besoin de comprendre nos bébés qui ne savent pas parler. Donc ça s'applique à nos vies adultes forcément, et c'est pour ça que ça nous ouvre un nouveau champ, tu vois, de possibilités quand on n'a pas fait, je pense, un gros travail en amont sur nos émotions, qui est très difficile à faire dans nos vies actuelles en plus. Et donc, c'est pour ça qu'on se prend un tourbillon quand on devient mère, parce que d'un coup, on fait « Ah ouais, c'est ça les émotions, en fait. Ok. » Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis. J'avais pas vu ça comme ça. Et d'ailleurs, ça me fait rire, parce que Isadora, elle a dit à Noël, en fait, on a fait un réveillon, et moi, je suis quelqu'un qui pleure très rarement, en fait. Je pleure pas. Je suis quelqu'un d'assez, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, bloqué émotionnellement. J'ai peu d'envie de pleurer. Sauf pour des conneries à la télé, quoi. Mais c'est genre, tous les jours, je pleure assez rarement. Et c'est vrai que depuis que ma fille est née, je pleure énormément de joie, pas de malheur. Je pleure énormément de joie. Et Samuel m'avait fait en cadeau une lettre. Il m'a écrit une lettre pour mon cadeau de Noël, qui m'a fait pleurer à table. Et Isadora, la première chose qu'elle a dite, c'est « Oula, dis donc, la maternité, ça... T'as dit quoi, Isadora ? La maternité, ça a changé Marisa, ça l'a rendue émotive, dis donc. » Oui, ouais. Et j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en effet, je m'en suis même pas rendu compte, mais maintenant, je pleure. Hier, c'était le 31 décembre. Je disais à Samuel comme quoi ma fille, c'était mon plus beau cadeau de cette année, etc. Et je me suis mise à pleurer, et tous les deux, on s'est mis à pleurer. Et je me dis, ah, mais en fait, ouais, je suis devenue quelqu'un de chamallow. Je suis devenue un chamallow. Je suis devenue hyper émotive, et je pleure très, très régulièrement, mais de bonheur. Je la regarde, je pleure. Truc que je faisais pas avant, moi. Ah non, c'est clair. Voir Marisa pleurer, c'est tellement waouh.
De bonheur, je parle, parce que Marisa, elle est comme moi, si on est triste, on pleure, quoi. Mais c'est très rare. Marisa, elle a plutôt tendance à se cacher, de rester dans sa chambre toute seule, de pas m'appeler pendant une journée, et du coup, je sais qu'elle va pas bien. Voilà, elle va se cacher plus que montrer son émotion. Mais c'est comme ça qu'on a été élevés aussi, donc quelque part, nous, la maternité, ça nous a fait prendre conscience que ce qu'on ne veut pas, c'est que nos enfants, nos filles, leurs émotions soient un peu tabous, parce que nous on adore nos parents, et vraiment nos parents, on les aime plus que tout, mais ça n'empêche qu'on on leur en parle souvent, notamment depuis qu'on est maman, du fait que dans notre famille on ne peut pas montrer ses émotions sans qu'on soit un peu regardé de travers, jugé, etc. Donc c'est tout ce qu'on veut pas pour nos filles. Donc c'est vrai que ça nous ouvre pas mal nos émotions qu'on n'a pas pu montrer pendant plusieurs années. Alors, je trouve ça génial ce que vous me dites, parce que la transition pour moi, elle est parfaite, parce que la sensation que vous dégagez, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec YouTube, et notamment ce que vous êtes en train de créer dans votre entreprise aujourd'hui, c'est que vous avez envie de partager, vous avez envie de montrer tous les côtés de la vie, que ce soit bien, pas bien, donc vous partagez vos émotions finalement sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, on partage nos émotions, oui. On va les partager toujours, je sais pas si t'as remarqué, mais après coup. Le temps qu'on les ait digérés. Donc, on les partage plus comme une expérience qu'on a vécue. On les partage pas à chaud. C'est-à-dire que l'émotion qu'on a eue de plein de choses, à chaque fois, on va les raconter plutôt comme une anecdote. Ça peut être il y a 2 jours, 3 jours, mais ça peut être aussi il y a 6 mois, 1 an. Donc oui, on aime partager les émotions, parce que peut-être qu'on a ce côté, justement, où on n'a tellement pas pu partager nos émotions pendant longtemps qu'il fallait on les garde pour nous, que les réseaux sociaux nous ont permis quand même de les montrer. Mais surtout, moi, par exemple, l'émotion du monde enfance en moi, mes angoisses, par exemple ma peur, panique de prendre la voiture, je l'ai partagée une fois, mais en ayant la trouille qu'on me juge, encore une fois. Donc ça veut dire que je l'ai partagée, et limite j'ai regretté de l'avoir partagée juste après, parce que je me suis dit, on va me juger parce que je partage une émotion que tout le monde n'a pas, que je suis sûrement la seule à ressentir. Et quand j'ai vu le nombre de retours que j'ai eu, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, en fait, je suis pas toute seule. Parce que moi, j'ai toujours pensé que cette émotion-là que j'avais, j'étais peut-être la seule idiote de France à avoir peur de conduire et d'en avoir une crise de panique. Et c'est vrai que du jour où j'avais parlé de la voiture, c'est plus facile maintenant pour moi de partager une émotion, parce que je me rends compte qu'en fait, c'est ça aussi la vraie vie. Et nous, ce qu'on veut partager sur les réseaux sociaux, c'est la vraie vie, et pas juste une vie d'Instagrammeur édulcorée, ensoleillée, où tout va bien, et très filtrée en effet. Alors qu'en fait, la vie de tous les jours, c'est les cheveux pas lavés, c'est parfois on est fatigué, parfois on a envie de pleurer le matin alors qu'on sait pas pourquoi. Et je trouve c'est important de le dire. Les filles, là vous allez répondre toutes les deux, Marissa, vas-y si tu veux, mais est-ce que quand tu es tombée enceinte, le fait d'être entrepreneur, donc toutes les deux vous avez créé 2 entreprises maintenant, il y a eu Snackies et maintenant Intention, est-ce que ça a joué un rôle pour prendre une décision de fonder une famille? Parce que tu le disais juste avant, c'était un bébé surprise pour toi, Marissa, et que tu voulais être encore dans une partie égoïste, mais tu parlais plus de tes soirées que de ton entreprise. Quel impact ça a sur votre entreprise maintenant? Alors, bonne question, très bonne question, parce que ça aussi, c'est un truc qu'on en a jamais parlé, ni Isadora ni moi ensemble, je pense. Mais en fait, déjà, Isadora, quand elle est tombée enceinte, Snackies était déjà à un certain niveau, en fait. Donc, quand elle est tombée enceinte, c'était pas... on était en pleine création d'entreprise, mon Dieu, au secours, elle est tombée enceinte, on sait pas quoi faire. C'était vraiment... c'est bon, Snackies s'autogère assez facilement. Isadora est tombée enceinte en plus à la bonne période. Isadora et moi, on a toujours, toutes les deux, on est tombées enceintes à chaque fois aux bonnes périodes. Isadora est tombée enceinte à une période où après, elle a accouché, en plein mois d'août. Nous, Snackies, c'était là où il y avait le moins d'activité. Donc, on s'est dit, de toute manière, on ferme la boîte, il y a rien qui va se passer en août. Mais après, Isadora pourra peut-être en parler, mais c'est vrai que ça a quand même été, de son côté, très dur, la reprise du travail, etc. Et moi, vu que pendant ma grossesse, on a décidé de fermer Snackies pour ouvrir une autre entreprise, je sais pas comment, est-ce que
on y a réfléchi vraiment. Isidore et moi, on est vraiment des femmes dans l'action. On a un truc et on réfléchit pas 30 ans, on y va tout de suite. Je pense pas que j'ai fait un lien vraiment entre ma grossesse et Snackies. La seule chose qu'on s'est dite, c'est aujourd'hui qu'on est maman, qu'on va être maman, on n'a plus envie de cette pression que Snackies nous imposait en fait. C'était vraiment le côté pression qui était tellement intense à la fin. On n'en pouvait plus, vraiment. Et on s'est dit, est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut offrir à nos filles ? On a dit qu'on voulait être entrepreneur pour être un peu plus libre, comme nos parents l'ont été. En fait, nos parents étaient entrepreneurs, donc c'est vrai qu'on a eu cette chance d'avoir des parents très présents. Surtout une maman très présente, parce que notre père était un peu moins présent, mais on a eu une maman très très présente du fait qu'elle était elle travaillait avec notre père. Et donc nous on voulait la même chose, mais on s'est dit si c'est pour être tout le temps stressé, de pleurer beaucoup parce qu'on a trop de pression en fait, on se sentait trop en pression, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Donc en fait c'est le confinement qui nous a imposé un choix et on s'est dit allez on arrête tout. S'il n'y avait pas eu le confinement, clairement aujourd'hui Snackies existerait encore et je pense que ça aurait été ça aurait été un peu compliqué, je pense, pour moi de gérer et Snackies et ma fille et ma maternité. Donc non, je suis hyper égoïstement, je suis assez reconnaissante de ce confinement qui nous a fait ouvrir les yeux et prendre une vraie décision. Pas facile parce que fermer une entreprise, c'est vraiment pas évident, mais on n'a pas eu le choix. On s'est dit il faut qu'on fasse un choix et aujourd'hui c'est on ferme une entreprise pour ouvrir une autre entreprise qui est déjà plus alignée avec nos valeurs à nous, mais aussi avec notre vie actuelle. Oh, c'est hyper intéressant parce que ça arrive souvent déjà de changer professionnellement d'orientation quand on devient parent, surtout pour les mères, j'ai la sensation, plus que pour les pères. Donc Isadora, ça m'intéresse vraiment de comprendre ton retour après avoir eu ta fille, parce que est-ce que quand tu es entrepreneur, tu as pu prendre un congé maternité ? Est-ce que tu t'es arrêtée ou est-ce que non, tu as toujours continué ? Alors, déjà, juste pour revenir sur Marisa qui disait par rapport à la grossesse, etc., et par rapport à Snackies, moi, Alba, c'était un bébé qui était prévu, dans le sens où dans notre tête, c'était on veut un enfant maintenant. Donc, du coup, on fait en sorte de l'avoir. Donc, c'est vrai que du moment où on m'a dit je suis enceinte, on a changé notre façon de travailler, c'est là qu'on a décidé de prendre une plateforme logistique déjà. Pour ne plus avoir à faire nous-mêmes, parce que pendant les 3 premières années, c'est nous qui faisions les box. Ah ouais. Tout. Et du moment où on m'a dit vous êtes enceinte, c'était au mois de novembre 2018. Sachant que décembre, pour toutes les entreprises de e-commerce, c'est là où on a le plus de commandes. On s'était dit, on a fait à peu près 1000 box en décembre 2018. Et là, on s'est dit, c'est pas possible que je puisse faire des box comme ça l'année qui arrive, alors que je vais être enceinte, que je vais accoucher, etc. Donc, ça a déjà changé notre façon de voir notre entreprise quand j'ai annoncé que j'étais enceinte. Après, nous, on est salariés toutes les deux, Marisa et moi, de notre entreprise. Donc oui, j'ai un congé maternité. Mais dans les faits ouais. Parce que j'ai eu un congé maternité aussi, je l'ai eu dans les faits, pas trop. Et dans les faits, oui, j'ai pris. Donc, par contre, voilà, c'était au mois de juillet. Il me semble que c'était le 5 juillet 2019 que mon congé maternité a commencé. Mais je l'ai vraiment vécu comme un congé maternité, le début. C'est-à-dire que on est allé manger au resto avec notre équipe pour leur dire passez de bonnes vacances, on se revoit à la rentrée. J'ai pris ma voiture, je suis rentrée chez moi et j'ai plus jamais mis les pieds à mon bureau. Marisa, elle est toute seule, il me semble, mais j'ai plus jamais mis les pieds à mon bureau parce que je voulais vraiment le vivre comme là, j'ai 1 mois avant d'accueillir ma fille et c'est mon congé maternité. Donc j'ai peu travaillé pendant ce mois-là. J'ai peu travaillé en même temps. Voilà, comme disait Marisa, juillet, août. Donc, quand on a une entreprise de e-commerce comme ça qui vend des snacks, des gourmandises saines, c'est sûrement pas en juillet et en août qu'on vend le plus de produits. Et après, j'ai accouché. J'ai eu la chance, moi, mon conjoint, il est resté 1 mois à la maison puisqu'il est en vacances pendant 3 semaines. Plus après, il a pris son congé paternité. Donc, il est resté avec moi 1 mois à la maison. Donc, moi, j'ai vécu le mois à la maison comme un mois, finalement, un mois d'or, même si je savais pas ce que c'était à l'époque. Et j'ai trop bien vécu, j'ai pas vraiment beaucoup travaillé. En plus, j'ai eu un accouchement pas très facile, avec une énorme déchirure. J'ai pas pu marcher pendant plusieurs semaines, avec un infirmier qui venait chez moi tous les jours pour me faire des prises de sang, etc. Donc, j'ai vraiment vécu 1 mois apaisé. Et après, quand il y a eu mon congé maternité qui s'est fini, moi, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me suis imposé le fait que comme mon congé maternité est terminé, je dois mettre ma fille à la crèche.
Pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis vraiment, je pense, perdue en pensant vraiment que je devais vivre comme une salariée. Donc, mon congé maternité se finit, je mets ma fille à la crèche. Ça a été très dur pour moi d'imaginer ma petite fille de 3 mois à la crèche, même si j'avais fait le choix de la faire aller à la crèche que le lundi, le mardi, me semble, et le vendredi matin. Donc, elle n'est pas tous les jours, mais elle allait quand même. Mais c'était pour moi un déchirement à chaque fois parce que je me disais, mais elle est hyper petite. Donc ça, j'ai pas très bien vécu. Et heureusement, finalement, le confinement est revenu. Donc finalement, elle a profité de la crèche que 3 mois, je crois, un truc comme ça. Le confinement est arrivé, la crèche a fermé. Elle est revenue à la maison avec nous. Et là, je me suis dit, je veux être entrepreneur, c'est-à-dire pouvoir gérer un peu comme je veux et ne pas m'imposer de la faire garder. Donc finalement, elle est restée 3 mois avec nous à la maison. Et on a dit à la crèche qu'elle ne reviendra pas à la rentrée. Qu'elle restait avec nous, avec moi plutôt, parce que Mathieu, lui, travaille. Et puis finalement, on a repris la crèche, mais avec moi ce que je voulais, c'est-à-dire 1 fois par semaine. C'est tout. Mais voilà, c'est vrai que c'était difficile pour moi parce que moi, j'aurais préféré être comme Marisa. C'est-à-dire, Marisa était directement sereine de se dire, je la garde avec moi, peu importe si je travaille, je m'arrangerai pour travailler, même si j'ai ma fille avec moi. Alors que moi, j'imaginais que j'étais une salariée et il fallait que je rentre au travail, il fallait que je rentre au bureau et que j'avais une date de fin, en fait. Donc en fait, c'est toi, tu t'es mis toute seule la pression par rapport à ça. Et peut-être parce que, comme ce que tu disais, tu t'imaginais juste devenir mère et que basta, ça changerait rien. Et que t'avais pas préparé l'après, quoi, en gros. Ouais, et puis je pense aussi que Marisa n'était pas maman à l'époque et avec aucun projet de le devenir. Non. Mais aucun. Et puis quand on parlait maternité, Marisa, ça l'intéressait pas du tout. Donc je pense que je me suis mis la pression de me dire, je peux pas laisser Marisa aller au bureau toute seule. Elle va peut-être me le reprocher un jour si moi je reste à la maison parce que j'ai un bébé et alors que finalement c'est mon choix d'avoir un bébé et je peux pas l'imposer à l'équipe qu'on a. Peut-être que je me suis mis cette pression-là de me dire quel serait le regard de mon équipe si je restais à la maison pour travailler. Peut-être. Oui, je peux pas te le dire comme ça, mais je pense que c'est tout à fait ça, Isadora, vraiment. Et en toute honnêteté, je vais être très franche, et je crois qu'on l'a jamais dit, Isadora et moi, parce que voilà, on en a jamais parlé. Je pense que je l'aurais reproché à Isadora, parce que comme Isadora le dit, moi la maternité, ça ne m'intéressait pas. Ça veut dire que moi, les personnes qui, quand elles venaient maman sur les réseaux sociaux et qu'elles parlaient de maternité, allez, ça, hop, c'était viré parce que je me disais c'est bon, on va pas parler de maternité maintenant qu'on est maman. Je n'avais aucune vraiment conscience de ce que le pouvoir de la maternité. Vraiment, c'est incroyable et je mets au défi toute personne qui devient maman de ne pas avoir envie après de partager ce côté maman, etc. Et je pense que quand on devient maman, on a plus de compassion aussi pour les autres mamans parce on les comprend et tant qu'on n'est pas dans ce truc-là, on a un peu ce côté égoïste. Moi, je me souviens aussi quand j'étais dans l'administration à l'époque, quand les mamans, elles disaient désolée, je peux pas venir aujourd'hui parce que j'ai mon fils qui est malade. Je me disais, oh punaise. D'ailleurs, du coup, je me retrouve toute seule en réunion, quoi. Super, merci, quoi. Non, mais franchement, voilà, j'étais vraiment la meuf. Elle me saoule, quoi. Franchement, moi, les mères, c'est pas possible, quoi. Ça me saoule. Donc, c'est vrai qu'Isadora, je pense qu'elle a ressenti ça de moi sans que j'ai eu à lui dire. Elle l'a ressenti, je pense, où elle a dû se dire, si je reviens pas, Marisa va dire, on a quand même une entreprise, toi, ton bébé, je veux bien. Et Alba, je l'adore, hein, c'est ma nièce d'amour, je l'adore. Mais je pense que, ouais, je aurais dit, ouais, bon, un peu, stop. Alors qu'aujourd'hui que je suis maman, mais Isadora, demain, elle tombe enceinte, je fais, mais prends ton temps, pars, reste avec ta fille, etc. Et je dirais ça à toutes les mamans maintenant, prenez votre temps. Mais à l'époque, je pensais pas à ça. Et aujourd'hui, je le ressens parce qu'aujourd'hui, moi qui suis maman, on reçoit au quotidien des messages sur les réseaux qui disent pourquoi vous faites plus de vidéos YouTube? Ah ça y est, maintenant vous délaissez complètement YouTube. Ah non mais non. Ouais, franchement, je peux vous assurer, je vous mets au défi aussi d'être maman, de vous occuper d'un bébé qui a 3 mois et de faire des vidéos sur YouTube, de travailler en même temps, de faire ceci, cela, d'être maman, mais d'être aussi une femme, d'être aussi une conjointe. Donc du coup, maintenant, je me dis, ouais, je les comprends. Ouais. Alors que moi, au début, la maternité, c'était oui, bon, bah, c'est bon, t'as accouché, tu donnes le biberon, on n'en parle plus.
Mais c'est drôle parce que ce que tu exprimes là, c'est vraiment tout le regard que la société porte sur la maternité actuellement. Et c'est ça qui crée des tensions monstrueuses chez les femmes qui deviennent mères et qui veulent continuer de travailler. Parce que Isadora, en gros, tu t'avais pas planifié d'arrêter de travailler, pas du tout. mais tu voulais pouvoir t'organiser comme tu voulais et surtout pouvoir prendre soin de ton bébé qui est tout petit. Parce que ça aussi, quand on devient mère pour la première fois, on se rend pas compte. Mais ça passe, cette période-là où ils sont hyper dépendants. Après, on peut recommencer un rythme différent. Mais rien n'est fait dans notre société. Et ce qui est fou, c'est que toi-même, même si tu es salarié, vous êtes quand même entrepreneur ou entrepreneuse, je sais pas comment vous voulez le dire. Et même en étant entrepreneur, vous êtes mis tu t'es mis, toi, Isadora, des barrières. C'est ça qui est dingue. Je me suis mis des barrières, comme tu dis, par rapport au regard de la société, je pense. Dont le regard de ma propre sœur, parce que je l'ai jamais formalisé. Mais est-ce que si je lui avais dit, Marisa, je veux rester à la maison, et Marisa, en plus, c'est moi qui l'avais fait venir à Angers pour qu'elle travaille avec moi. On a pris des bureaux ensemble. Quelque part, c'était comme si quelque part, pour moi, peut-être au fond de moi. Mais là, je te dis ça comme ça, alors que à l'époque, je pensais pas spécialement ça. Mais est-ce que au fond de moi, je me disais pas, ce serait comme trahir Marisa, parce que maintenant, moi, j'ai ma petite vie avec ma petite fille, et Marisa va se retrouver toute seule au bureau, et toutes les journées, toute seule comme ça au bureau. J'avais quelque part cette impression qu'il fallait que je montre ma présence, et en même temps que je montre ma présence avec ma fille. Donc d'où le choix d'avoir fait au début 2 jours et demi de crèche par semaine pour avoir un peu ma fille et un peu le bureau. Donc je me suis complètement imposé ça. Et parfois quand je regarde ma fille, après heureusement pour moi en tout cas, le confinement est arrivé et du coup j'ai pu reprendre mes esprits en me disant c'est quoi ma priorité dans la vie là ? C'est oui, j'adore mon travail et ça c'est sûr, mais ma priorité dans la vie ce sera toujours ma fille. Donc ça m'a fait reprendre un peu mes esprits, mais s'il n'y avait pas eu le confinement, ça aurait continué comme ça et je pense que elle aurait grandi et j'aurais eu peut-être un regret finalement de m'être imposé un choix qui est un choix que j'ai fait de salarié. J'aurais été salariée comme à l'époque au Galeries Lafayette, j'aurais pas eu le choix, bon bah c'est comme ça. Mais moi j'ai le choix. Et pourtant je me suis mis cette pression toute seule. Et maintenant je regrette pas parce que c'était le chemin qu'il fallait que je mène à ce moment-là. Mais comme je dis souvent à Marisa ou même à Mathieu, si on en a un deuxième, je ferai pas du tout la même chose. Mais pas du tout. Non mais c'est clair, et ça c'est sûr qu'on ferait pas la même chose. Et moi c'est aussi pour ça que j'ai vécu une grossesse et un postpartum hyper serein, parce que moi j'ai vu Isadora faire et Isadora du coup comme elle est passée avant moi, elle m'a vachement apaisée. Ne serait-ce que au début par exemple, Isadora elle a eu d'énormes nausées pendant les 4 premiers mois, toi je crois Isadora, je sais plus. Des nausées très violentes. Moi, encore une fois, dans mon égoïsme de nana célibataire qui fait la vie, elle arrivait au travail, elle était en nausée, je compatissais, je me disais la pauvre. Elle allait vomir non-stop au bureau. Je me disais, la pauvre. Mais Isadora, elle se levait tous les matins pour aller au travail, même si c'était intense pour elle. Je pense qu'elle aurait préféré rester à la maison, tellement c'était horrible. Mais moi, je me disais, bah oui, c'est bon, c'est des nausées. Elle vomit, elle revient, on est en forme et on reprend le travail. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis passée je suis tombée enceinte, et comme Isadora, parce qu'on n'est pas jumelles pour rien, j'ai vécu les mêmes nausées qu'elle. Un peu moins longtemps qu'elle, mais d'une violence extrême, qui fait que j'ai cru que j'étais en dépression. Vraiment, j'étais au bout du gouffre, j'étais au fond du seau. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'ai souhaité, à cette époque-là, même Samuel m'en parle beaucoup encore en disant, tu te rends compte que je souhaitais que ma fille disparaisse, quoi. Je savais pas que c'était une fille à l'époque, hein, évidemment, c'était un tout petit truc minuscule, et je me disais, je peux plus, je ne supporte plus cet état de nausée que j'ai. Et Isadora, elle m'a dit, ne viens pas au bureau, reste à la maison, prends soin de toi. Isadora, elle venait chez moi, elle me ramenait les pasta box parce que je pouvais manger que ça, tellement j'étais dans un état mais de souffrance vraiment autant physique que psychologique en fait. T'es venue vivre à la maison quelques jours ? J'étais venue chez Isadora quelques jours aussi, parce que je pouvais plus mettre un pied dans ma cuisine sans vomir immédiatement. Et moi, Isadora, elle a été mon soutien. C'est pour ça que j'ai vécu une belle grossesse et aussi un très beau postpartum, parce qu'Isadora, elle a vraiment vécu en fait avant moi tout ce que moi j'ai vécu. Et aujourd'hui, c'est clair et net que si Isadora retombait enceinte demain, j'en prendrais hyper soin. Et si une amie autour de moi tomberait enceinte demain, etc., mais j'en prendrais un soin. Je lui ferais comprendre que tu as le droit de te reposer, tu as le droit de te poser. Et c'est vrai qu'en tant que femme dans le monde, c'est un truc qu'on ne nous offre pas. On nous offre la possibilité t'es enceinte,
tu continues d'être une maman, tu continues d'être une conjointe, une amante, à faire tout ton ménage, hein, faut tenir la maison, faut faire le truc, faut faire le nanan, faut être aussi une professionnelle. T'accouches, immédiatement, bah c'est bon, tu peux la mettre à la crèche, tu peux continuer ta vie. Si tu fais le choix de garder ton enfant, pourquoi elle garde son enfant? Enfin, je veux dire, c'est bon, on n'est plus à l'âge de pierre maintenant, tu peux la mettre à la crèche, il y a des nounous, oh lolo. Maintenant, mais moi, je veux garder ma fille, en fait, parce que je l'aime, en fait, je veux. Et je dis pas que les mamans qui le font n'aiment pas leurs enfants, ça n'a rien à voir. C'est juste que on peut nous offrir ce choix, en fait. Si moi, je veux garder ma fille, je voudrais le faire sans culpabiliser, en fait. Que les mamans qui veulent mettre leurs enfants, eh bien, qu'elles le fassent sans culpabiliser. En fait, c'est ça. Une maman qui veut allaiter comme moi, j'ai fait le choix, je le fais sans culpabiliser, et je voudrais qu'une maman qui ne veut pas allaiter le fasse sans culpabiliser. C'est ça, en fait, l'idée de la maternité, mais que c'est pas quelque chose qu'on nous offre encore actuellement, quoi. Donc, on est dans la pression, tout le temps, pression. Mais qu'est-ce que vont dire les autres? Et c'est ouf de se rendre compte que Isadora, elle a vécu cette pression-là, mais en interne, dans la famille. Et ça, quand on écoute ça, c'est incroyable, quoi. Bah en fait, finalement, Isadora, elle t'a fait à toi un très beau cadeau, Marisa, parce qu'elle t'a permis de pouvoir vivre sereinement une grossesse. Elle t'a autorisé à avoir ce moment en suspension dans ta carrière et dans ta vie et de prendre soin de toi. Exactement. Et ça, c'est clair. Je te remercierai jamais assez, Marisa. Attendez, parce qu'on n'a jamais parlé comme ça, Marisa et moi, et là, j'ai l'émotion qui monte. Non, mais c'est vrai que Isadora, elle m'a laissé la place. Où moi je l'ai pas fait égoïstement, et encore une fois les gens vont dire mais Marisa en fait c'est une grosse connasse, parce que si les gens regardaient leur j'ai été comme toi, je vais dire j'ai été une grosse connasse comme ça. Tu vois, Isadora, elle avait fait une vidéo sur ses angoisses. Isadora était très angoissée à une période de sa vie où moi je l'ai pas comprise non plus. C'est notre grande sœur qui l'a comprise, qui l'a aidée, qui lui a tendu la main. Moi, à l'époque, j'étais pareil, dans mon égoïsme le plus profond, mes soirées, mes trucs. J'étais tellement dans l'hyperactivité, je comprenais pas pourquoi elle restait en pyjama toute la journée dans la maison. Donc, j'ai pas été présente. Elle l'a dit dans la vidéo que moi-même j'ai montée, parce que c'est moi qui monte nos vidéos YouTube à l'époque. Et j'en avais chialé parce que je me dis, en fait, je suis une grosse connasse. En fait, je suis vraiment la meuf qui comprend pas. Et c'est vrai que la maternité, aujourd'hui, on en parlait, m'a beaucoup apaisée. Et je me rends compte qu'en effet, aujourd'hui, il faut comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes émotions. Isadora, elle a vécu des angoisses. Moi, je le comprends pas. J'avoue, encore aujourd'hui, je comprends pas le côté de crise d'angoisse. C'est quelque chose qui ne me parle pas. Mais j'ai vu Isadora le faire. En faire des crises d'angoisse. Je me dis aujourd'hui, je suis apte à aider une autre personne. Malheureusement, j'ai pas été celle qui aidait Isadora, mais aujourd'hui, en tout cas, je referai pas la même erreur. Si quelqu'un autour de moi tombait dans les crises d'angoisse, je saurais que je peux prendre en compte sa douleur, en fait, sa souffrance. C'est quelque chose que moi, je ne savais pas avant. Je prenais pas en compte la souffrance des autres. J'étais vraiment dans mon truc à moi, bim bam boum, mes petites soirées, ma petite vie, mon petit égoïsme, quoi. Donc c'est important, je pense. Que les gens se rendent compte en fait que les souffrances des autres, ce que les autres vivent, a une importance, et qu'il faut pas juste vivre que tout le temps dans l'égoïsme, quoi. Mais j'ai été une connasse, ouais. Désolée. Désolée. Et Isadora, tu disais que vous avez jamais parlé vraiment de tout ça? Pas du tout, jamais. C'est la première fois qu'on parle, que j'entends Marisa dire ça. C'est la première fois. Non, on n'en a jamais parlé. Après, comme je t'ai dit, on a été élevés dans cette espèce. Je pense que c'est une éducation qu'on a tous eu. Enfin, pas tous, hein, bien sûr, mais que beaucoup d'entre nous dans notre génération on a eu. C'est-à-dire des parents qui nous permettaient pas spécialement d'exprimer nos émotions. Et du coup, nous, on parle pas. Voilà, on est une famille où, maintenant qu'il y a les petites filles, on a ouvert la parole pour tout le monde. Mais avant, les filles, on ne parlait pas, on n'exprime pas nos émotions. Et du coup, moi, j'ai fait mes crises d'angoisse toute seule. À part ma maman et ma grande sœur, en effet, personne ne comprenait vraiment, donc je me sentais seule et j'osais pas le dire. Et parfois, du coup, je me faisais violence de faire des trucs que je voulais pas faire pour ne pas qu'on me juge. Et c'est toujours eu ce côté-là de il faut faire ce que la société veut que je fasse. C'est-à-dire avoir un beau sourire, toujours, être une petite fille bien sage, impeccable, une bonne élève à l'école, une bonne professionnelle quand j'étais au Gary Lafayette, par exemple, sans avoir la possibilité, le droit de dire « j'en peux plus ». J'en ai marre, laissez-moi tranquille. Ça, on nous a pas autorisé ça, en fait, quand on était petite. Et on a eu la même éducation, hein, tous les 4, finalement, dans la famille. Et on a grandi avec ça.
Et c'est vrai que c'est maintenant que j'ai ma fille que je dis tout le temps à Mathieu, je refuse qu'Alba n'ait pas le droit de dire ses émotions. Qu'elle n'ait pas le droit d'exprimer ses émotions. Si elle veut pleurer, elle pleure. Si elle veut crier un petit peu, bon, pour ce qu'elle crie, mais bon, elle peut crier, elle a le droit. Je suis là pour l'accompagner. Alors que nous, on était plutôt dans si je pleure à table, par exemple, ma mère, elle nous disait, on pleure pas à table. Arrêtez de pleurer, tout de suite, arrêtez de pleurer. Ou quand il y a des invités, va dans ta chambre, faut pas que on te voit pleurer. Voilà, nous c'est comme ça qu'on a été plutôt élevés. Et maintenant, on en parle ouvertement maintenant avec ma mère. Elle le comprend. Elle comprend parce qu'elle s'adoucit aussi depuis qu'elle a les petits enfants aussi. Elle pas du tout la grand-mère qu'elle est n'est pas du tout la mère que nous avons eue, par exemple. Nous, on a une femme en face de nous. Même nos conjoints nous disent, mais je vois pas de quoi vous parlez quand vous parlez de vos parents. Parce que moi, je vois une femme tellement douce, tellement... Oui, les petits-enfants l'ont apaisé beaucoup, mais c'est pas nous ça qu'on a eu quand on était petits. Nous, on avait plus peur de notre mère. On avait très peur de notre mère. C'est ça, on était effrayés par notre mère à l'époque, et surtout à savoir que c'est parce que elle, sa maman, l'a effrayée aussi. En fait, c'est que ça. Tu regardes, c'est qu'un historique familial, c'est tout. Notre mère, elle est pas née comme ça. Pareil, elle a une maman qui l'a complètement traumatisée et elle pensait peut-être en ayant des enfants qu'elle allait changer. Et en fait, finalement, elle s'est rendue compte que non, pas du tout. Et après, en plus, elle a divorcé, elle a été mère célibataire un temps, etc. Donc je pense que tout ça, en fait, c'est tout ce contexte a fait qu'on a eu une maman, oui, qui nous a fait peur et auprès de qui on n'a osé pas se confier. Et c'est clair que nous, on veut pas que nos filles soient comme ça. Moi, je dis toujours aussi à ma fille, elle a que 3 mois, tu as le droit d'être qui tu veux, en fait, et toutes tes émotions sont valides, en fait. Non, mais c'est chouette ce que vous dites, que vous avez réussi à briser un cercle familial, vous avez réussi à ouvrir des conversations, à apaiser des tensions, et sans la maternité, vous seriez peut-être pas arrivé à ce niveau-là. Et je pense que sans la maternité et aussi sans les réseaux sociaux, on n'y serait pas non plus. Parce que moi, j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux que la parole se libérait, en fait. Parce que les réseaux sociaux, il y a plein de choses. Les gens vont dire souvent c'est négatif. Les gens qui sont pas sur les réseaux vont dire oh vous Instagram vos conneries, etc. C'est superficiel. Oui, si on fait le choix de regarder du côté de la superficialité. Mais moi je fais le choix de regarder au quotidien sur les réseaux sociaux des sujets très intéressants qui me font grandir et qui m'éduquent aussi. Et je me suis rendu compte qu'en fait grâce aux réseaux sociaux les gens avaient plus la liberté de s'exprimer à travers un écran. C'est plus facile auprès de gens que tu ne vois pas aussi. C'est plus facile. Et des podcasts comme le tien aussi, Clémentine, que moi au début Isadora m'en parlait de ton podcast, je suis désolée Clémentine, mais j'en avais rien à carrer, quoi. J'en avais rien à carrer. Elle me disait regarde, écoute cet épisode de Clémentine. Oui, enfin moi je m'en fiche, en fait la maternité ça m'intéresse pas. Donc je disais pas ça à Isadora, mais j'étais là ok d'accord, mais j'allais jamais l'écouter. Dans la tête ça m'intéresse pas ton truc. Et du coup évidemment quand je suis tombée enceinte j'ai tout écouté d'un coup. Vraiment d'un coup j'ai tout écouté et ça m'a permis aussi de me rendre compte que de la difficulté que les autres aussi ont rencontré en étant enceinte, parce qu'on a l'impression qu'enceinte c'est le glow, c'est la belle vie, tout le monde est magnifique, c'est nanan. Enfin oui, moi personnellement être enceinte j'ai pas kiffé, honnêtement. Et ça c'est un truc qu'on n'entendait pas avant les réseaux sociaux. Une femme qui disait j'ai pas aimé être enceinte, pardon, mais t'es la honte, mais ça va pas ou quoi? Tu te rends pas compte de la chance que tu as, toi tu peux avoir des enfants, oui certes, mais j'ai pas aimé être enceinte. Et ça avant les réseaux sociaux, est-ce que j'aurais osé le dire? Non. Il y a plein de choses que je n'aurais pas osé dire avant les réseaux sociaux. Et quand j'ai vu que la parole se libérait sur plein de sujets, je me suis dit, on a le droit, en fait. Et qu'on n'est pas seul face à ses émotions, face à ses ressentis. Et c'est hyper important. Et je trouve que les réseaux sociaux, aujourd'hui, malgré tout, ça aide beaucoup de gens au quotidien à s'ouvrir davantage. Et c'est clair et net que sans les réseaux sociaux, sans ma page Instagram, j'aurais jamais été la maman que je suis aujourd'hui et j'aurais jamais osé affronter ma mère pour lui dire écoute, voilà ce que j'ai ressenti en étant enfant, en étant ton enfant, en fait. Je pense pas que je l'aurais. Parce que en même temps, les réseaux sociaux, ça a apporté beaucoup. Mais c'est vrai que quand tu disais tout à l'heure, ça a libéré la parole. C'est drôle parce que Martha disait ma mère, elle a vécu la même chose avec sa mère. Mais si tu nous avais interviewé, par exemple, alors il n'y aurait pas eu de raison parce nous n'étions pas maman, mais il y a 3 ans, on en parlait justement hier avec ma mère qui était là pour le Nouvel An, et je disais, mais tu sais maman, moi j'étais persuadée il y a 3 ans que je serais le même style de mère que toi. J'en étais persuadée. C'est-à-dire que moi je disais tout le temps à tout le monde, moi je serais très sévère, très stricte, je crierais sur ma fille s'il y a besoin.
Nous, on avait des petites fées, c'est des petites tapes. Ça, je savais que je voulais pas, mais à l'époque, pour moi, ça ne me dérangeait pas d'être une mère privative. Tu n'auras pas le droit de faire ça. Je pensais être exactement comme ma mère, mais exactement. Et d'ailleurs, on avait parlé avec ma grande sœur qui ne comprenait pas que je sois si virulente quand je disais que moi, de toute façon, je cadrais mon enfant, un peu, je le dresserais, quoi, en fait. Et puis, je suis tombée enceinte. Les livres de maternité m'intéressaient pas du tout, mais je suis tombée sur quelqu'un, je sais plus qui, sur les réseaux sociaux, avait parlé du livre Au cœur des émotions de l'enfant, il me semble, d'Isabelle Filiosa, que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, bien évidemment. Je suis allée sur Amazon en 2-2, je l'ai acheté, je l'ai reçu le lendemain, en me disant, je suis sûre que je le lirai jamais parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis finalement, c'est le jour donc de mon congé maternité, donc j'étais au mois de juillet, donc moi j'accouchais 1 mois après, que je l'ai ouvert dans mon canapé. Je l'ai lu, je pense, d'une traite. Et j'ai pleuré comme jamais parce que je me suis rendu compte qu'en fait, là, on ne parlait pas de l'enfant qui allait venir. On parlait de moi dedans. On parlait de mes émotions à moi et j'ai compris, en lisant ce livre, pourquoi j'étais la personne que j'étais, pourquoi j'étais ces personnes qui avaient si peu confiance en elles, pourquoi j'étais ces personnes qui avaient peur de dire des émotions, pourquoi j'étais comme ça, parce que j'ai eu une éducation qui m'a pas permis de m'ouvrir, d'être la fille que je souhaitais être, en fait, tout simplement. Et je suis d'accord parce que tu m'avais appelé ce jour-là, je m'en souviens très bien, et tu m'avais raconté tout ça, et on avait chialé toutes les deux au téléphone, parce qu'on s'est rendu compte en effet que, en fait, nous, avant ces livres-là et donc les réseaux sociaux qui nous ont permis de découvrir tout ça, on n'avait aucune conscience que qui on était aujourd'hui était dû au fait de notre enfance et notre éducation. Nous, on était des filles comme ça parce qu'on est nés comme ça. Et en fait, non. En fait, nous, on est des femmes toujours très... Samuel dit toujours que je suis quelqu'un de trop protocolaire. Il dit, faut toujours que tu respectes tout le temps les règles. Oui, je trouve qu'il respecte tout le temps les règles parce qu'on a une maman qui est militaire. Hein, son métier, elle était militaire. Et qui nous a inculqué que tout doit être toujours tiré à 4 épingles sur nous, dans notre maison. Tout devait être vraiment parfait, lisse, nickel. Et devant les autres. Devant les autres aussi, toujours le masque, on doit sourire même si on n'est pas très heureux, etc. On est des filles qui voulons toujours plaire aux gens. Si on a toujours, c'est pour ça qu'on a toujours eu des bonnes notes à l'école, parce qu'il faut toujours que les maîtresses nous aiment, que les professeurs nous aiment, parce que tout ça, parce qu'on n'a pas eu de la part de nos parents, on était de très bonnes élèves, jamais nos parents nous ont dit félicitations les filles, vous êtes de très bonnes élèves, c'est bien. Non, donc nous il fallait qu'on trouve l'aval et l'approbation des gens plutôt que ceux de nos parents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est comme ça, on a envie que les gens nous aiment, on est des personnes très susceptibles dans le sens hypersensible. Si on nous dit c'est nul ce que vous avez proposé comme contenu, on va vraiment, nous on n'est pas comme les youtubeuses qui vont dire on en a rien à cirer. Ah non, nous ça peut nous mettre down dans toute la journée parce que on a toujours ce besoin que les gens nous aiment. Et ça vient clairement de notre éducation, mais ça on s'en est rendu compte avec ce livre. Et quand après elle est venue à Angers, on a eu la chance un jour d'Isabelle Filiosa qui est venue à Angers faire une conférence gratuite. Je me suis inscrite. Marisa, pourtant n'était pas du tout maman et n'était pas prête de l'être, c'est ça qui est drôle, mais tu as voulu m'accompagner. Moi j'avais pris une place que pour moi et elle m'avait appelée pour me dire mais t'as pris que pour toi et moi je veux venir aussi. Je m'étais assagie déjà, tu vois. Hein? Je m'étais assagie déjà, tu vois. Ouais, grave. Parce qu'elle a voulu venir avec moi et vraiment j'ai adoré cette conférence parce que je me suis dit ah ouais, mais en fait elle parle, pour moi je ne pensais pas à ma fille à ce moment-là. Je pensais que, pour moi, elle parlait de moi. Elle parlait de moi, de mon enfance. Et bizarrement, la femme que j'étais qui disait que je serais comme ma mère, grâce à Isabelle Filiosa, finalement, même si elle ne le sait pas, mais je pense qu'elle a fait cet effet à beaucoup de gens qui ont eu qui ont pris le parti, en tout cas, de la lire. Ça m'a complètement ouvert à une autre façon de gérer la maternité. D'éduquer mon enfant et finalement l'éducation pas obligatoirement obligée d'être une espèce d'adulte face à son enfant, une espèce de combat de boxe, pas du tout, mais j'ai découvert finalement à la fin de ma grossesse et j'ai découvert moi vraiment quand Alba on va dire elle avait 2-3 mois, puisque c'est là que je suis tombée dans ton podcast, dans je sais plus comment elle s'appelle, le docteur, je sais jamais comment on dit, Guégan, voilà, je suis tombée dedans et j'ai tellement mangé de ce contenu que je me suis dit
ah, mais en fait, il y avait vraiment une autre façon de voir la maternité, en tout cas la parentalité, parce que Mathieu rentre aussi, bien sûr, avec moi dedans, mais une autre façon de voir l'éducation que celle de mes parents. Et c'est drôle parce que du coup, maintenant, on en parle vraiment facilement avec ma mère, qui parfois ne comprend pas certaines choses, mais parfois elle comprend, et même parfois je la vois qu'elle a les larmes aux yeux, parce que ça lui... Je pense que mon père m'a dit hier soir, encore une fois, j'aurais aimé que à notre époque, nous ayons la même chance que vous de toutes ces informations que vous pouvez avoir aussi facilement. Parce que nous, notre frère, par exemple, il a dormi avec mes parents dans leur lit jusqu'à ses 6 ans. Donc c'est quand même énorme, hein. Donc quelque part, c'est un peu drôle parce qu'ils disent il y a eu ça, et pourtant ils étaient très souvent plutôt dans la confrontation avec nous. Mais à côté de ça, mon frère ne pouvait pas dormir seul. Ils ont fait dormir mon frère avec eux dans leur lit pendant 6 ans. Mais eux, ils le cachaient au monde, ils le disaient pas. Ils avaient honte. Ils n'avaient pas honte chez eux, mais ils avaient honte quand les gens disaient mais il dort où Brice ils disaient dans leur chambre, dans sa chambre, parce qu'ils osaient pas dire il dort encore avec nous alors qu'il a 4, 5, 6 ans. Et il fait, mon père, hier soir, il m'a ému parce qu'il m'a dit j'aurais tellement aimé connaître tout ça moi aussi à l'époque, parce qu'on aurait fait une éducation différente avec vous. Et ça m'a ému parce que je sais qu'avec Alba, là maintenant, ils sont des grands-parents qui sont hyper dans la bienveillance, dans la positivité tout le temps. Et je vois quelquefois qu'ils ont ce côté de se dire c'est tout ce que nous, on n'a pas fait avec nos enfants. Donc c'est vrai que c'est émouvant quand même. Non, c'est clair, mais je te rejoins tellement sur le livre Au cœur des émotions de l'enfant. Moi, je l'ai lu quand ma fille, elle avait peut-être 8 ou 9 mois, un été, et je l'ai lu, j'ai dit, mais en fait, c'est pas un livre pour les parents, c'est un livre pour les êtres humains. Ouais, exactement. Et c'est drôle parce que c'est ce que j'ai dit à Marisa. J'avais dit à Marisa, mais enfin, je veux dire, on devrait même pas le lire quand on devient parent. Ah non, oui, ça devrait être avant, à l'école, à 17 ans. Complètement. Je suis d'accord. Bon, les filles, je sais que vous vous formez beaucoup. J'admire vachement votre côté sur l'entrepreneuriat. Vous êtes tout le temps à acquérir des nouvelles connaissances. Et je me suis posé la question si vous aviez cherché des formations sur le fait d'être ce qu'on appelle les mumpreneurs. Donc, en gros, d'être mère et entrepreneur, de savoir gérer. Parce que c'est clairement pas la même chose quand tu diriges une entreprise que quand tu es salarié, que tu suis les règles d'un patron ou d'une patronne. Est-ce que vous avez fait ce type de formation ou vous apprenez au fil du temps? Déjà, je savais pas que ça existait des formations de ce type. Tu m'apprends quelque chose? Des formations mumpreneur? Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Ah non, mais alors peut-être que ça n'existe pas, mais je me demandais si vous aviez cherché. Est-ce que vous en aviez? Donc non, donc tu vois, j'ai ma réponse. Tu vois, pas du tout. En fait, je pense qu'on fait comme notre façon avec Marisa, que ce soit nos vies personnelles ou professionnelles, on les vit jour par jour. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a peut-être cette impression qu'on gère, qu'on a un emploi du temps, mais en fait, mais franchement, il faudrait qu'une caméra vienne un jour nous suivre pendant 10 jours, 15 jours. Vous verriez que moi, le matin même, tu vois, là, par exemple, ce matin, c'est là que je vais dire à Marisa, tiens, ça te dit pas qu'on fasse un live? Mais parfois, c'est même pas prévu. T'as des gens qui vont te dire qu'ils ont programmé, par exemple, leurs épisodes de podcast sur 6 mois. Nous, notre épisode, par exemple, de podcast sort tous les mercredis. Parfois, c'est 3 jours avant. On savait même pas de quoi on allait parler. Et ça, c'est comme ça dans notre vie de tous les jours avec Marisa. Donc, moi, l'organisation... En fait, on est très brouillon. On est très brouillon et pourtant, on n'a pas cette impression-là parce que finalement, on arrive toujours au point final. Ça veut dire... quand on crée un agenda, par exemple, pendant tout le processus, c'est archi brouillon. Faudrait pas venir nous voir parce que c'est une catastrophe. À la fin, l'agenda est sorti, tout va bien, etc. Mais toujours nos processus créatifs sont très brouillons. Et donc, du coup, aujourd'hui, comme toi, j'imagine, comme beaucoup de mamans entrepreneurs sur les réseaux, etc., une journée qui n'existe évidemment pas du tout. Tu te réveilles le matin, t'as l'impression... Moi, maintenant, en fait, ce que je me suis dit, c'est que je me libère un peu. J'arrête de me culpabiliser, etc. J'arrête les to-do list. Je me dis, aujourd'hui, si je peux déjà faire cette tâche-là, ce sera un grand accomplissement. Le reste du temps, on verra ce que ma fille m'offre, en fait, comme temps. Mais j'arrête de me dire, aujourd'hui, il faut que je fasse une vidéo, que je la monte, que j'interviewe quelqu'un pour un podcast. Non. Franchement, maintenant, je me dis, j'interviewe quelqu'un pour un podcast, c'est tout. Aujourd'hui, je réponds à Clémentine, c'est tout. Et après, on verra, tu vois, c'est des petites choses par petites choses. Mais non, on n'a pas du tout, on n'a pas cherché à se former. Peut-être qu'un jour, on en ressentira le besoin, mais pas pour le moment.
Ou peut-être vous formerez des femmes. Peut-être que c'est intéressant. En tout cas, s'il y a des femmes qui ont envie de faire des formations, je ne sais pas si ça existe, mais je trouve ça vachement intéressant. Après, un bébé est un bébé. Un bébé, c'est tellement différent les uns des autres que je sais pas trop comment je dirais à quelqu'un, à part dire à la personne ce que moi j'ai fait et ce que je fais, c'est de se réveiller avant son bébé. Je peux dire que les premiers mois, c'est pas évident. T'es là, quand ma mère me disait, Marisa, si tu veux vraiment accomplir ta journée, lève-toi un petit peu avant Gemma. Enfin, maman, je suis crevée, en fait. Donc, me lever avant, c'est ouvrir les yeux le matin, c'est déjà très compliqué. Mais une fois que j'ai pris ma dose de spiruline, peut-être que si. Franchement, Clémentine, t'es en train de me donner une idée. Émerger une idée. Mais c'est vrai que il y a peut-être moyen qu'on forme des femmes. Mais après, en fait, après Marisa, elle, c'est, elle peut se lever plus tôt. Oui. Mais par exemple, moi, ma fille ne m'a jamais autorisée à sortir du lit. Du moment où je sors du lit, elle hurle. Donc moi, me lever plus tôt. Moi, depuis qu'elle est née, quasiment, je pense qu'elle m'a permis ça peut-être 2-3 fois. Allez, non, j'abuse, peut-être 10 fois, quoi. Mais depuis 16 mois, je n'ai pas l'autorisation de sortir du lit, parce que si je sors du lit, elle se réveille aussi sec. Donc si je me lève à 5h30, elle se réveille à 5h30. Donc moi, j'ai pas justement cette soupape de du moment où moi j'ouvre les yeux, ou que elle ouvre les yeux, parce que c'est plutôt elle qui ouvre les yeux en premier vers 5h30, j'ai pas besoin de me lever et ma vie de maman commence tout de suite. Donc moi, j'ai pas ce moment de temps pour moi. Je ne sais même pas le temps pour moi au réveil. Mais heureusement, il y a les grands-parents qui ont vraiment pris leur place et qui me permettent, parce que moi, c'est vrai que j'ai une maternité beaucoup plus qui est très intense. Alba me demande beaucoup maman, tout le temps. Donc c'est vrai qu'elle est très proche des grands-parents. Donc moi, ça me permet de travailler, parce que maintenant elle a 16 mois, donc c'est beaucoup plus facile. Elle marche, elle papote. Elle joue toute seule, elle est beaucoup plus indépendante. Moi, mes parents vont la prendre avec eux, parfois une nuit, parfois 2 nuits, c'est le max que j'ai autorisé pour le moment, pour qu'au moins moi je puisse avoir des moments le matin où je suis seule avec moi-même, parce que depuis 16 mois, moi c'est pas possible de me lever plus tôt. C'est pas possible. Donc moi je suis comme toi, Isadora, je suis comme toi. Je te rassure, j'ai eu la même maternité, mais alors ma fille a 3 ans, je t'assure que ça change et qu'il y a un moment où ils arrêtent d'être en espèce de glu contre maman et ça passe un peu à papa. On respire après. Mais en fait, c'est pour ça que c'est difficile d'imaginer des formations. C'est pour ça que je savais pas que ça pouvait même exister. Mais la maternité, c'est tellement différent d'une femme à une autre, parce que on entend toujours dans son entourage, mais elle dort toujours pas, ta fille. C'est quand même bizarre, tu sais. Elle a quand même 1 an. Oui, moi c'est ma fille, elle est comme ça. Point. Enfin maintenant, faut s'y faire. Les enfants sont pas tous les mêmes. On n'est pas calibrés, ils sont comme ça. Chacun est différent. Moi j'ai une fille qui dort extrêmement bien, donc en effet, j'ai la chance de pouvoir sortir du lit 2 heures avant elle, faire ma matinée, être tranquille. Ça c'est une chance. Mais qu'est-ce que j'ai perdu mon fil. Mais à la base, je voulais dire que les seules choses à faire, je pense, c'est de lâcher prise, en fait, au bout d'un moment. Je pense que la formation, ce serait juste ça, en fait. Les amis, il faut lâcher prise. Il faut que l'entreprise tourne comme tout le monde. Il faut bien que notre entreprise tourne. Donc, faire la tâche la plus importante et ne plus faire peut-être comme on faisait avant, où on était un peu dilettante. Tu fais une tâche, tu arrêtes la tâche, tu en fais une autre. Non, là, c'est vraiment faire une tâche. Je pense que même la maternité, ça permet même de cadrer les entrepreneurs. Si les entrepreneurs sont comme nous, désorganisés, parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont hyper organisés, tout roule pour les 6 prochains mois, tant mieux. Mais si vous êtes comme nous, hyper désorganisés, peut-être se dire juste, aujourd'hui, je fais une tâche, je me concentre sur une tâche et je la fais à fond. Et puis après, je fais au fil de l'eau, une tâche par une tâche, ce que j'ai le droit de faire, quoi. Moi, ma fille, elle va dormir une demi-heure, je vais venir sur mon ordinateur, j'écris le mail qui était important, et puis après, je l'entends pleurer, je retourne la récupérer, et c'est fini pendant les 2 prochaines heures encore. Enfin, je pense qu'il faut lâcher prise, en fait. Mais en fait, ma question, c'était surtout parce qu'on recherche toutes, je pense, ce fameux équilibre. Est-ce que vraiment il existe ? Moi, je sais, quand on m'a posé la question, j'ai dit que pour moi, il n'y a pas vraiment, ça n'existe pas, c'est un leurre. Il y a des fois, on a des priorités qui sont plus importantes que d'autres. Et donc, c'est le curseur. Donc, ça m'intéressait de voir comment vous, en travaillant ensemble, mais à distance et avec vos enfants à la maison, comment est-ce que vous arriviez à vous organiser ? C'était quoi ? Est-ce qu'il y avait une règle que vous suiviez ou est-ce que c'était au jour le jour ? Nous, c'est complètement au jour le jour. Et puis de toute façon, moi, comme je te dis, la mienne, elle a 16 mois. Elle va à la crèche le mercredi, mais le reste des jours de la semaine, elle est 2 jours avec moi et le reste, elle est avec mes parents.
Donc moi déjà, j'ai attendu quand même ce côté de la voir marcher, être indépendante, sûre d'elle, parce que c'est vraiment un bébé qui, non, oui, voilà, qui sait ce qu'elle veut, quoi. Elle adore ses grands-parents, donc moi, c'est le lundi et toute la journée chez ses parents, enfin chez ses grands-parents, donc je sais que moi, j'ai une journée pour vraiment faire mes tâches. Et finalement, je suis réglée dans le sens où le lundi, bah moi, je fais toutes mes tâches de travail. Le mardi, elle est avec moi toute la journée. Et donc, c'est vraiment elle. Je me focus sur elle. Et je travaille pas spécialement sur mon PC, mais je vais plutôt faire, tu sais, par exemple, tout ce qui est contenu, photos, des choses comme ça, parce qu'elle va cuisiner avec moi. Et puis, je vais prendre les photos pendant qu'elle joue, par exemple. Donc, voilà. Il n'y a pas d'équilibre, mais en Non. tout cas, je trouve que l'équilibre arrive plus facilement, entre guillemets, quand l'enfant commence à devenir un peu plus autonome. Là, à 3 mois, je vois pas comment c'est possible d'imaginer un équilibre. Ouais. À 7 mois, c'est pas toujours facile, mais quand même, il y a une certaine autonomie de sa part qui fait que parfois, pendant 2 heures, elle joue toute seule. Elle joue toute seule dans le salon. Bah, moi, je me dis, ah ok, donc bah, j'ai 2 heures pour moi pour répondre par exemple à mes messages sur Instagram, par exemple. Ouais, et c'est vrai qu'il n'y a pas d'équilibre dans le sens où moi j'ai une petite de 3 mois et c'est vrai que des jours où je finis souvent mes journées hyper frustrée. Donc je peux pas dire, je vais pas faire croire aux gens que oui, je gère toute ma journée, je sais être maman et en même temps je suis chef d'entreprise, tout va bien. Ah, pas du tout. Il y a des jours où je pleure parce que elle a pas dormi, parce que elle a pas fait la sieste et moi je voulais faire la vidéo que sur YouTube parce que je me mets une pression tout le temps au quotidien de me dire j'ai pas mis de vidéo sur YouTube depuis 3 semaines. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc du coup, je me sens frustrée. En même temps, du coup, je l'ai au sein et je suis là. Tu peux limite, j'ai envie de lui dire dépêche-toi de téter, tu vois. Donc tout ça. Non, il n'y a pas d'équilibre pour l'instant et je veux pas que les gens croient en nous regardant que on gère tout. Non, on fait parce qu'on a une entreprise à faire tourner, parce que bah, c'est ce qui nous fait vivre aussi. Faut pas non plus, on n'a pas le choix. Mais en même temps, on fait ce qu'on peut, quoi. Au quotidien, c'est vraiment, moi, je me dis tout le temps, je fais ce que je peux. C'est tout. C'est tout. Peut-être qu'un jour, on aura une clé à partager intéressante, mais pour l'instant, fais du mieux que je peux et puis c'est tout, quoi. Et est-ce que toi, Marissa, ça t'a fait peur de devenir mère et te dire que tu allais avoir moins de temps pour ton entreprise et que ça allait être difficile à gérer ? Non, j'ai pas eu peur parce que je me pose pas ce genre de questions. Je me suis pas posé ce genre de questions, j'ai pas eu peur parce que le fait d'avoir shifté l'entreprise fait qu'aujourd'hui on a une entreprise 100% digitale. Donc le fait d'avoir une entreprise digitale fait que tu peux aussi travailler de ton téléphone, par exemple. Donc moi, évidemment, je travaille parfois dans des positions cheloues. Je suis dans mon lit, comme ça, ma fille dort dans les bras, je réponds à des trucs. Avec Snacky, je pense que j'aurais paniqué, ouais. Avec Snacky, c'est parce que fallait faire les box, fallait gérer les fournisseurs, fallait tout ça. Ça aurait été plus compliqué pour moi. Que là, dans le digital, c'est beaucoup plus... je pense que la meilleure décision qu'on ait faite, c'est actuellement, en tout cas, de faire une entreprise digitale, ouais. Ça, c'est sûr. En fait, je comprends quand je vous ai posé la question en tout début sur vous êtes contente de passer en 2021, que vous m'ayez dit que finalement, l'année 2020, pour vous, ça vous a libéré beaucoup de choses, du temps, de la pression, même si c'était une année dure. On ne met pas du tout, remet pas en cause le vécu d'autres personnes, mais pour vous, pour votre modèle économique, vos familles, au final, ça a été un bénéfique. Complètement. Ouais. Le confinement nous a permis d'oser se dire... on n'en veut plus, en fait. On veut plus de cette vie-là, on veut une autre vie. Je pense que, comme je te disais, Isadora et moi, on est des femmes qui vivons sous pression parce qu'on a été des enfants, voilà, qu'il fallait être des enfants parfaits, etc. Du coup, Isadora et moi, on se met des pressions où je pense qu'on n'aurait pas assumé, s'il n'y avait pas eu cette crise en 2020, on n'aurait pas assumé de dire on veut quitter Snackies. On l'aurait pas dit, on aurait continué parce que c'est comme ça. Parce qu'il faut continuer, parce qu'on est Isadora et Marisa de Snackies. Et le confinement nous a permis de se dire, écoute Isadora, est-ce que tu as vraiment envie de continuer ? Non. Qu'est-ce qu'on fait ? On arrête ? Oui. Alors bien sûr, notre famille a été choquée. On s'est dit, mais vous êtes tarés ou quoi ? Votre entreprise, en 2019, on a fait presque 1 million de chiffre d'affaires, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ils sont là en train de dire, quoi ? Pardon ? Vous êtes cinglés ? Mais non, en fait, on s'est dit... Est-ce qu'on veut vraiment cet argent ? Oui, c'est très bien, hein, mais moi, moralement, psychologiquement, psychiquement, je suis plus là, quoi. Je suis plus apte à continuer ma vie comme ça. D'autant que je vais être maman, je sais que je vais péter un boulon, en fait. Je pense qu'on aurait pu frôler le burn-out si on avait continué Snackies en étant maman. C'est possible, ouais. Donc on a mis le haut là avant. La 2020, ça a été une belle, pour nous, une belle transition et une belle année pour nous de découverte et de découverte de nous. C'est vrai que moi, en 2021, c'est mon objectif, c'est moi, d'apprendre à me connaître moi,
avec peut-être mes blessures d'enfant, etc., mais pour encore mieux accompagner ma fille quelque part. Alors, il y a un dernier volet que je voulais aborder avec vous parce que à la base, votre entreprise, c'était les snacks sains et tout tournait autour de... Vous avez beaucoup partagé autour du rééquilibrage alimentaire et je trouve que c'est un sujet passionnant au niveau de la maternité et du postpartum. Et déjà, je voulais savoir votre rapport au corps en postpartum. Il est comment aujourd'hui ? Alors moi, 16 mois plus tard, alors moi, mon corps n'est plus du tout le même. Mais alors, quand je me vois en photo, même parfois en vidéo, parce que c'est ça qui est aussi le truc d'être sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des photos de toi, des vidéos de toi partout. Donc, tu ne veux pas louper ce à quoi tu ressemblais avant. Bizarrement, je me trouve beaucoup plus sereine avec le corps que j'ai actuellement, et peut-être même beaucoup plus jolie qu'avec le corps que j'avais avant, qui était un corps, voilà, j'étais très contente du corps que j'avais, mais là, j'ai l'impression de me dire, je me sens apaisée. C'est plutôt quelque chose que je regarde, si tu veux. C'est-à-dire que je rate plus. Alors que pourtant, il ressemble pas du tout à celui d'avant. J'ai un bidou en bas. Il me reste. Ça aussi, c'est vrai qu'on n'en parle pas sur les réseaux parce que sur les réseaux, les personnes qui sont mamans, tu vois tout de suite qu'elles ont retrouvé leur shape d'avant. Elles te font des photos de malades, etc. Et toi, t'es là, moi, en fait, il me reste encore 6 kilos à perdre. Ma fille, elle a 16 mois. Comment ça se passe? Moi, j'ai toujours pas perdu mon poids de grossesse. Enfin, pas tout en tout cas, mais je suis complètement hyper en phase avec ça et hyper. Alors oui, il y a des moments où tu te sens un peu moins bien parce que tu as mal dormi et tu te dis je me trouve moche, mais ça c'est comme tout le monde. Mais en règle générale, je me trouve plutôt. Ouais, je suis contente de voir que c'est un corps qui a donné la vie. Je me dis putain, je suis fière de toi, mec. C'est clair. Non, moi, c'est un peu différent parce que moi, ça fait 3 mois que j'ai eu ma fille. Alors, au tout début, le corps, j'en avais rien à cirer parce que franchement, quand tu souffres, parce que, voilà, moi, j'ai pas eu de déchirure comme Isadora, j'ai eu de la chance. Et je me dis, mais quand t'as une déchirure, ça doit être tellement plus douloureux. Moi, j'ai trouvé ça douloureux déjà l'après-accouchement, que le corps, franchement, je n'avais rien à cirer. Je voulais juste m'apaiser, en fait, tout simplement. Et après, là, aujourd'hui, je suis dans une phase où je suis fatiguée en ce moment. Donc, comme je suis fatiguée, je vois un peu tout en sombre. Donc, je me dis, oh là là, mon corps, etc. Mais alors qu'il y a 3 semaines, quand j'étais moins fatiguée, parce que j'étais en mode spiruline intense, et bien, je me disais, mais c'est magique, la vie, le corps que j'ai, il est magnifique parce que j'ai donné la vie, etc. Donc moi, franchement, en ce moment, j'ai un rapport à mon corps qui varie selon mon état de fatigue. Mais c'est pas quelque chose, encore une fois, sur lequel je vais rester focalisée, parce que dès que je me sens fatiguée comme ça, je me dis, Marisa, il faut que tu reprennes une bonne alimentation, il faut que tu refasses une cure de quelque chose, il faut que tu reprennes tes baskets et que tu ressortes marcher avec ta fille, etc. Donc, ouais, mon rapport au corps est en dents de scie, mais quand je sens que je suis dans le négatif, c'est qu'il faut que je me dis, Marisa, il faut que tu te prennes un peu en main, quoi. Voilà. Mais c'est pas évident, quoi. Mais après, j'estime que comme Isadora, moi, c'est un corps qui a donné la vie. Il sera plus jamais comme le corps que j'avais d'avant, où j'ai l'impression d'avoir, comme toi, tu dis, la matrescence. Et ben, j'ai l'impression qu'avant, j'avais un corps d'adolescente. Pourtant, j'avais 30 ans. Et qu'aujourd'hui, j'ai un corps de femme. Ouais, il a complètement changé mon corps, mais j'adore parce que j'ai l'impression d'avoir mûri, même physiquement, même sur mon visage, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé sur mon visage, mais j'ai l'impression d'avoir mûri. Et comme Isadora dit, j'ai l'impression qu'Isadora, pour moi, elle a grave embelli, ouais. Moi, je trouve qu'Isadora, elle est beaucoup plus belle, alors que je la trouvais magnifique avant, hein. Mais je trouve que sa grossesse l'a totalement épanouie et je la trouve magnifique aujourd'hui, ouais. Merci, ma sœurette. Avec plaisir. Et est-ce que ça vous a donné envie de... Je suis en train d'allaiter ma fille, elle me regarde avec des yeux, mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu parles là? Je parle, mon cœur, tu peux prendre le sein. Et est-ce que ça vous a donné envie de faire un guide sur la nourriture postpartum? Parce que je sais que c'est un sujet hyper important et vous en avez parlé sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je trouve, personnellement, je suis nulle en cuisine, même si j'aime le faire, qu'il n'y a pas assez de choses là-dessus. C'est vrai. Ah bah alors, je vais te dire un truc qui est un peu stupide parce que c'est quelque chose qu'on dit toujours aux entrepreneurs que c'est pas parce que quelqu'un a eu l'idée avant vous que vous pouvez pas vous lancer parce que vous ferez quelque chose différemment.
Mais c'est quelque chose qui, moi, maintenant, la maternité, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, m'anime vraiment. Vraiment, j'ai vraiment une envie de partager sur la maternité, qu'on ouvre la parole, en fait. Et évidemment que j'ai énormément envie de proposer du contenu pour les femmes après l'accouchement, le postpartum, le mois d'or, tout ça, et aussi après, donc même l'alimentation pour bébé, parce que c'est vrai qu'Isadora maintenant elle partage beaucoup ce que Alba mange, et c'est quelque chose qui revient énormément dans nos messages privés. Est-ce que vous pourriez faire un e-book sur l'alimentation de bébé, etc. Et c'est bête ce que je vais dire, mais en fait je sais qu'il y a des personnes dans mon entourage entrepreneurial sur les réseaux sociaux qui sont en train de travailler dessus, et je me dis j'ai pas envie de leur voler la truc. C'est bête, alors que parce qu'il y aurait chacun a le droit de faire la même chose qu'une autre. Dans tout cas, ce sera différent forcément, puisque ce sera une vision qui est différente. Mais je sais par exemple que, comment elle s'appelle, celle qui a écrit le 4e trimestre. Julia Simon. Ouais, Julia Simon est en train de faire ça, je le sais. D'autres personnes aussi se sont confiées à moi, qui sont sur le projet aussi. Et du coup, je me dis... les pauvres, quoi, j'ai pas envie de leur bouffer leur pain, quoi, tu vois. Mais n'importe quoi. Mais non, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti. Je me dis, mais Marisa, tu devrais pas ressentir ça, parce que tu dis toi-même aux entrepreneurs, lancez-vous, c'est pas parce que quelqu'un a lancé ça que vous devez le faire, de pas le faire. Puis ce sera différent, ce sera différent. Un autre angle, une autre façon de... Ouais, mais c'est vrai que c'est une envie. Mais je suis honnête, là, aujourd'hui, c'est vraiment le podcast de l'honnêteté, les amis. J'adore, moi. Que vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est stupide, parce que même les personnes qui vont créer leur truc, c'est évident que j'en parlerai sur les réseaux parce que j'y crois à fond. Mais j'ai bien envie, en effet, Isadora et moi on en parle, on a carrément envie d'écrire quelque chose sur ce sujet-là, ouais, carrément. Autant l'après-grossesse que l'enfant, la petite enfance, ouais. Et surtout que maintenant on est entouré de Karine, notre sœur qui est diététicienne, qui a rejoint l'équipe, d'une naturopathe qui a rejoint notre équipe aussi. Du coup, on se sent plus forte pour créer ça, parce qu'on l'aurait jamais créé comme on a créé nos autres e-books où c'est juste des recettes. On n'aurait pas créé de e-book ou de livre en tout cas sur ce sujet sans être accompagné par des professionnels, ça c'est sûr. Donc plein d'idées. Ouais. Bon les filles, merci beaucoup. C'était franchement passionnant, parce que j'aime beaucoup le fait que vous soyez aussi honnête et ouverte, et que je trouve que ça ajoute le fait qu'on les fait à 3. Et que, alors même si personne n'est à côté, hein, soyons honnêtes, vous êtes chacune chez vous. Mais merci d'avoir pris le temps, parce qu'on est le 1er janvier, je tiens à le dire, c'est un jour férié, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, on s'en fout. C'est ça. Et de la maternité aussi. Donc voilà, merci. Je recommande à tout le monde votre agenda, même si je sais qu'il est en rupture de stock, mais franchement j'ai passé les 3 derniers jours à tout faire dessus, j'adore. D'ailleurs je vous le dis juste, il n'y a pas assez de dessins à colorier. Oui, c'est vrai. Je l'ai déjà terminé, je suis trop frustrée. Tu vois, c'est bon à savoir pour l'année prochaine, parce que moi, tu vois, c'est quelque chose qui ne me parle pas vraiment, de dessiner, de colorier. Je me rends compte que si, pour beaucoup, ça vous importe. Ah si. Ouais. Ah si, tu peux en mettre un par mois, il n'y a pas de problème. D'accord, hein. okay. C'est bon à savoir. Ouais. Je vous fais un petit retour client là maintenant. Mais merci à vous. Je suis très fière de vous avoir dans le podcast. Moi qui vous avez découvert via Génération XX il y a plusieurs années maintenant. Ah oui, d'accord. Et ouais, et je suis ravie d'avoir eu cette conversation, parce que je trouve que c'est important aussi de parler d'où on vient et de la relation qu'on a eue avec ses parents, et c'est magnifique ce que vous avez réussi à créer, donc bravo. Merci beaucoup. Merci à toi Clémentine, parce que pour nous, c'est nous qui sommes honorés d'être sur la matrescence, parce que nous on adore ce que tu fais, et continue comme ça, parce que c'est grâce à ton podcast, en tout cas pour moi, que j'ai découvert beaucoup de choses sur qui je pouvais être, et ce que pouvait être aussi ma fille, et j'en ai pas parlé, mais aussi bien évidemment ma belle-fille, à qui j'ai dit pardon quand j'ai découvert aussi ton podcast par exemple, où on parlait de plein de choses sur comment on a pu être, etc. Moi j'ai dû dire pardon à ma belle-fille d'avoir été sévère avec elle au début, puisque je pensais que c'était ça, être parent. Donc c'est grâce à c'était peut-être un peu sur le tard, parce qu'elle avait 12 ans quand je lui ai dit, mais au moins elle sait que j'aurais pas fait comme ça si j'avais eu ton média, toi par exemple, dans les oreilles. Donc moi je recommanderais à 1000% le tien, parce que c'est hyper important que les parents puissent comprendre que l'éducation, il y a d'autres façons de voir l'éducation que celle qu'on a pu avoir nous aussi.
Et ouais, mais moi je dirais la même chose. On finira sur ces moments, cette séquence émotion. Mais moi aussi, tu m'as vraiment. Je pense que tu as sauvé mon postpartum parce que j'ai découvert grâce à toi le mois d'or que je ne connaissais pas. Et je pense que grâce à toi, j'ai eu un postpartum absolument magnifique, sans pression, sans stress. Bien sûr que j'ai pleuré, etc. Mais ça fait partie de la vie. Mais moi, je l'ai recommandé à ma sage-femme qui ne te connaissait pas, comme beaucoup. Je l'ai recommandé. Je lui ai dit, franchement, parlez-en à vos patientes parce que moi, ça m'a ouvert une maternité en tout cas très 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 sereine et épanouie. Donc merci à toi pour ton travail parce que sans ton médium, en effet, j'aurais pas été une maman aussi épanouie après 3 mois de naissance, quoi. Merci beaucoup Clémentine. Bon, vous m'avez offert mes premières larmes de 2021. Merci. Merci, je suis très touchée. Merci à toi. À très vite. Merci. C'était Isadora et Marisa, entrepreneurs, jumelles et mamans de 2 petites filles et belle-maman de 2 filles. Si vous voulez écouter un podcast sur leur aventure professionnelle, je vous recommande vraiment le podcast de Génération XX. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence, à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.